Attends, il faut cliquer, continuer. Pourquoi que ça fout là? Attendez, excusez-moi, j'ai un. Voilà. Bien, bonjour. Donc pour cette nouvelle séance du séminaire Mamufi, qui va tourner autour des travaux d'André Resman et de René Guittard. Avant cela, je vous rappelle qu'on a encore 2 séances Mamufi qui prendront la même forme avec Zoom les autres fois, mais sachant qu'à partir de demain, je crois, on n'a plus de problème de passe sanitaire. Peut-être il faut quand même envisager qu'il y ait le maximum de gens qui soient sur place et que simplement ceux qui ne peuvent pas venir soient en Zoom. Ça facilitera, je pense, quand même le fonctionnement, le bon fonctionnement du séminaire, en particulier dans sa partie de discussion et d'échange, qui est essentielle. Donc, je vous rappelle qu'on a encore 2 séances. La prochaine sera le 9 avril. Alors, elle sera relativement importante parce qu'elle va être consacrée à la musique. Finalement, dans Mamufi, on met beaucoup l'accent sur mathématiques, à de justes raisons, de justes titres. On parle assez peu de musique, mais ça sera le cas la fois prochaine, donc le 9 avril. Et le matin, moi-même, je présenterai une nouvelle création avec l'IRCAM qui s'appelle Petrograd 1918. Alors, vous voyez, je ne suis vraiment pas dans l'esprit du temps parce que aujourd'hui, Ouais. revendiquer Petrograd 1918, ce n'est pas exactement Ouais. bon. Là, je suis à contre-courant, mais enfin, ça fait plus de 50 ans que je le suis, donc j'ai un peu l'habitude. Ouais. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, l'après-midi, il y aura quelque chose d'assez intéressant avec 3 musicologues, et en particulier Violaine Angers, qui vont essayer de nous exposer l'hypothèse d'un moment Mamufi à partir du 9e siècle. Donc ça, c'est très, très intéressant, c'est-à-dire au moment où se constitue, en gros, l'écriture musicale, d'ailleurs. Hein. On peut donc considérer qu'en un certain sens, la musique change de statut par rapport à son statut antérieur. Voilà, donc ça, c'est une journée consacrée à la musique qui va quand même faire du bien dans ce séminaire. Et puis, il y aura une dernière journée qui sera très intéressante aussi en mai, le 14 mai, qui va tourner autour des 2 derniers livres de Fernando Zalamea. Le matin sont servés, on peut dire, de toute l'œuvre de Grothendieck, qui est un monument invraisemblable d'ailleurs, de 600 pages. Alors, le seul problème, c'est que c'est en espagnol. Et puis, d'autre part, ça sera le matin. Alors, René, ben, on compte toujours sur toi. Enfin, normalement, il y a René Guittard et Bruno Ouais. Damocles qui interviendront le matin. Enfin, Et l'après-midi, sur un second livre, et cette fois, c'est Charles Aluni et moi-même qui interviendrons, qui porte sur... il essaye de formaliser la pensée mathématique avec la théorie des faisceaux. C'est assez très, très original comme travail. C'est plutôt un travail, on va dire, à mon sens, d'intellectualité mathématique. Enfin, donc, c'est essayer de réfléchir l'ensemble de la pensée mathématique moderne et contemporaine là-dessus. Voilà, donc il y aura des exposés didactiques hein, pour ceux qui ne Ouais. peuvent pas avoir lu la chose, pour avoir un temps évidemment d'appropriation et un temps de discussion de cette hypothèse. Voilà, donc ça, et puis je vous rappelle, l'année prochaine, on va continuer, sans doute dans une formule un petit peu changée, qu'on va discuter bien sûr ensemble, mais où on essaierait de couper les journées en 2, en fait, d'avoir les matins plutôt quelque chose du type école, Mamufi, et l'après-midi du type plutôt séminaire. Enfin, de toute façon, la chose continue sur sa lancée l'année prochaine. Voilà, alors pour en revenir à aujourd'hui, donc on a le thème proposé par nos 2 intervenants, André Resman et René Guittard, c'est espèce de structure locale et resmanienne, en renvoyant bien sûr aux travaux de Charles et Resman. Alors, je vais laisser René présenter le contenu parce que je dois dire que moi-même, je patauge un peu, je veux dire, dans le contenu mathématique. Et au passage, je voudrais quand même en profiter pour demander vraiment à nos 2 orateurs d'essayer d'être assez didactiques pour que ça soit bien un séminaire Mamufi s'adressant à des gens, à des mathématiciens, l'honnête homme mathématicien, si je puis dire, et pas le transformer en un séminaire de mathématiques, parce que sinon, on va être tous largués.
Donc, disons, dès le départ, en lisant les choses, les résumés, je suis assez largué, donc je vais passer la parole à René. Et je terminerai simplement en rappelant qu'on a un horaire un peu particulier aujourd'hui, c'est-à-dire on termine à 13 heures, ça c'est comme d'habitude, mais par contre, on reprend à 14h30, en sorte de tenir la réunion de 14h30 à 17 heures. Et là, on le fait, je rappelle, pour que les Parisiens ou les banlieusards qui viennent ici puissent plus facilement repartir après 5 heures qu'à partir de 18 heures. Donc, jusqu'à 13 heures, et puis on reprendra à 14h30. Et René, je te cède la parole. D'accord. Alors, il faut que je fasse le partage d'écran, n'est-ce pas? Oui, je pense. Enfin, je... là, on te voit, en tous les cas. Ce qu'on voit, c'est... Vous voyez moi, mais vous voyez pas mon écran. Non, en bas, tu as un petit bouton vert. Je ne sais pas si ton écran a un intérêt, mais... Attends, François. Donc, je vais montrer des choses. Donc, oui, en bas, tu as un écran partagé, c'est un bouton vert. Oui, voilà. Alors, je clique dessus. Tu choisis après ce que tu veux partager, l'écran ou l'appli. J'ai partagé. Voilà, ça démarre, ça y est. On voit maintenant Séminaire Mamuffi. Vous voyez ce qui est sur mon écran? Oui. Agrandir peut-être. Agrandir ton écran sur... Oui, mais ce n'est pas ça que je veux montrer, moi. Non. Alors, ce que je veux montrer, ce n'est pas celui-là. C'est quoi celui-là? C'est celui qui a mis François, non? Ça, c'est mon courrier électronique qui annonce le truc. C'est le mail. Ah, c'est le même. Alors, attendez. Voilà. Je mets ça en bas. Et je vais là. J'ouvre mon truc d'introduction. Allez, voilà. Voilà. Vous voyez mon PowerPoint là? Oui, on voit très bien. Il n'est pas en plein écran. Si tu peux le mettre en plein écran, ça sera mieux, oui. Vous préférez? Oui, oui. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir les titres, on s'en fiche. Affichage, tu mets là-haut, affichage. D'accord, oui. Alors, affichage, diaporama. Voilà. C'est parfait. Pourquoi vous êtes en bas, là, dans les fenêtres, là? C'est normal parce que comme ça, après, quand tu présentes, tu nous vois en bas en petit, mais quand on parle, mais sinon, tu vois tes planches à toi. Bon. Ouais. Ça gêne un peu pour la vue. Alors, voilà. Donc, je vais faire un petit speech introductif. Après les... Voilà. Alors, ici, je vous donne déjà un schéma qui a été construit par André à l'occasion de conférences précédentes sur l'œuvre de Charles Erasmus, qui représente le système évolutif des travaux de Charles Erasmus. La partie bleue est la partie qui va nous concerner aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est les travaux, en gros, depuis la thèse en 1934 jusqu'au milieu des années 60, 63, 65, par là. Et en réalité, ça ira un peu plus loin dans ce que va nous expliquer André, puisque ça va vraiment développer aussi l'aspect catégorique de tout ce dont on va parler. Mais, alors voilà, Charles Erasmus a donc œuvré en géométrie différentielle. Sa thèse était sur les espaces homogènes et peu après, il a développé donc une théorie qu'il a appelée espaces homogènes locaux. On trouve déjà dans ce texte les prémices, disons, de ce qui va nous intéresser, à savoir les éléments de théorie du local et les relations entre ce local et la description du calcul différentiel. René, tu m'entends là? Oui. Est-ce que tu peux faire, parce que je ne l'ai pas fait, tu sais, une présentation de la journée, c'est-à-dire des moments où vous allez vous partager le… Eh ben, c'est ça que je suis en train de faire là. Pardon, excuse-moi. Oui. Non, parce que là, je commence par expliquer que ce dont on va parler, c'est d'un sujet particulier qui est structure locale, disons, ou espèce de structure locale, lequel s'insère dans l'ensemble de l'œuvre d'Erasmus comme un fondement, en fait. Voilà. Donc, le point de départ, c'est cette idée son premier intérêt pour le local, disons, comme théorie, on le trouve dans cet article-là. Alors après, il y a tout un ensemble d'articles que vous pouvez voir sur les yeux. Vous voyez ici les travaux sur les pseudogroupes, les espèces de structures locales plus loin, et d'un autre côté, les fibrés, les connexions légères. Alors,
je ne vais pas vous raconter toute l'œuvre d'Erasman, puisque justement, on ne veut parler que des structures locales. Toutefois, il est bon de comprendre qu'il a développé les idées sur les structures locales comme un point de départ et un fondement indispensable pour ce qui l'intéresse plus profondément, à savoir la géométrie différentielle. Donc, nous, on ne parlera pas du tout aujourd'hui de ça. Donc, je vais vous expliquer en un mot de quoi on ne va pas parler pour commencer. On ne va pas parler donc des travaux sur les connexions, sur les fibrés, tout un ensemble de notions que Erasman a introduit et qui sont devenues naturelles en géométrie, notamment les structures infinitésimales, les prolongements de structures infinitésimales. Bon. On ne parlera pas non plus de notions qui ne sont pas infinitésimales, mais qui sont en fait qui apparaîtront comme des exemples de structures locales, à savoir les fibrations, les feuilletages, qui sont devenus aussi monnaie courante, qui sont dans le bagage de tout géomètre aujourd'hui et qu'Erasman a introduit, soit seul, soit avec certains de ses élèves comme Felbo et Ribes, par exemple. Et je parlerai encore moins donc des élèves plus récents, des années 60, mais qui ont travaillé sur les structures infinitésimales avec Erasman, mais avec à la base donc cette idée des structures locales. Je ne vais pas en citer trop, mais il y a au moins Jean Pradine et Paulette Lieberman qui ont fait des travaux très, très importants sous la direction d'Erasman à cette époque. Donc, et puis, dans les années 60, les pseudo-groupes dont on va parler ont été tout à fait adoptés. C'est-à-dire, ils ont été adoptés par exemple par Kodera et Spencer dans des articles sur la déformation des pseudo-groupes. Et Spencer a continué ensuite et a développé une théorie de cohomologie très utile qui s'est avérée utile notamment dans les travaux de Pomaré pour la théorie galoisienne des équations différentielles, ce qui nous renvoie historiquement aux motivations à la fois de Sophus Lee et d'Élie Cartan. Voilà. Mais tout ça, donc, je le signale pour qu'on voit l'importance du fondement qui est proposé avec les structures locales, comment c'est fructueux en quelque sorte, mais on ne va pas en parler. Je terminerai, avant de vous donner un bref résumé des résumés d'aujourd'hui, je terminerai en signalant qu'un moment clé de ces développements, c'est le livre de Veblen, qui est un ensemble qui s'appelle Set of Axioms for Differential Geometry en 1932. Et puis, je vous donnais aussi une autre référence avec une anecdote à propos de Jean Benabou. L'autre référence, c'est le livre de Kobayashi no Mizu, Foundations of Differential Geometry, volume 1. Et ce livre, ce qui est remarquable, c'est qu'il commence par la définition précise et exacte des pseudogroupes que donne Erasman dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, il commence avec la notion de connexion d'Erasman. Si on a bien ça en tête, on comprend une anecdote que Benabou aimait bien raconter. Donc en 63, Erasman lui aurait donné le livre de Kobayashi no Mizu en lui disant vous pourriez peut-être faire un rapport, une lecture de ça. Benabou dit j'étais assez effrayé par ça. Et à ce moment-là, Erasman lui aurait répondu mais non, tout ça vous connaissez déjà, c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà. Et quand j'ai entendu Benabou raconter cette anecdote, effectivement, j'ai été vérifié et j'ai trouvé au début de Kobayashi no Mizu ce que je viens de vous dire. Donc, les pseudo-groupes, les structures locales à l'Erasman sont en quelque sorte actives dans les travaux de géométrie différentielle dans les années 60. Voilà, c'est surtout ça que je voulais souligner. Alors, pour conclure ce petit speech introductif, je voudrais dire un petit peu un résumé des résumés. Donc, je lis, est-ce que je les ai mis là d'ailleurs, peut-être
On va en lire un petit peu. Bon, alors, je vais lire d'abord le mien parce que celui d'André vient un peu plus tôt ensuite. Alors, bon, moi, je vais commencer l'exposé en expliquant ce que c'est que les pseudogroupes, mais surtout d'abord comment la notion a émergé d'un point de vue historique, d'où ça vient. Voilà. Ensuite, la notion cruciale de pseudogroupe et qui va avec la notion d'atlas et d'atlas complet seront expliquées, avec évidemment en donnant tous les exemples. Et puis, pour terminer ce début, il y aura la description en relation avec les pseudogroupes des espèces de structures locales. Ça aussi, c'est quelque chose qui demande des définitions très simples, mais qu'il fallait justement dégager. Il faut dire, c'est quand même la vertu d'Erasmus de trouver des définitions définitives et simples qui sont tout de suite adoptées, et au point qu'une fois que c'est adopté, on ne sait même plus que c'est lui qui les a fait. Par exemple, dans le Kobayashi no Mizu, il y a une définition extrêmement précise qui est celle d'Erasmus des pseudogroupes, et le nom d'Erasmus n'est pas cité. C'est-à-dire, c'est devenu, de cette façon précise, un bien commun, en quelque sorte. Alors moi, je vais vous donner donc ensuite le rapport de ces pseudogroupes avec donc les structures locales, et puis ce sera à peu près tout pour la matinée. Et dans l'après-midi, après l'exposé d'André, je me servirai d'une partie de ce qu'elle a dit pour établir en gros le rapport entre ces structures locales, ces pseudogroupes et structures locales, avec, pour le dire vite, avec la théorie des faisceaux de Grothendieck. Il y a un rapport assez fin et assez intéressant. Alors, je le ferai à travers l'examen sans démonstration, bien sûr, de quelques théorèmes de Koch-Murdig, de Lawson-Stenberg, qui expliquent un petit peu, qui sont des travaux beaucoup plus récents d'ailleurs, qui datent de la fin des années juste avant 2000, mais aussi les Lawson-Stenberg sont plus récents encore, des travaux des années 2018-2020, mais où on explique vraiment qu'il n'y a pas une si grande différence entre les structures locales d'Erasmus, au point de vue puissance, j'entends, au point de vue puissance comme outil, et les faisceaux. Mais en même temps, il y a une différence de style. On essaiera d'expliquer aussi pourquoi. Alors, je reviens à la deuxième partie de la matinée. Donc, après que j'ai, en gros, à la main, en quelque sorte, expliqué ce que c'est les structures locales, le problème fondamental est le suivant. Étant donné une structure locale définie par un atlas, il s'agit de chercher tous les atlas qui définissent la même structure locale. Et pour ça, il y a la notion d'atlas complet. Chaque atlas contient un atlas maximal qu'on appelle atlas complet. Donc, il y a une question de complétion qui n'est pas très difficile à faire dans le cas des pseudogroupes, dans le cas concret. Mais si on prend la théorie d'un point de vue un peu plus abstrait, c'est-à-dire si on voit que les pseudogroupes sont en fait des groupoïdes ordonnés, et donc des groupoïdes internes à la catégorie des ordres, les problèmes en question vont demander à être retraités à ce niveau abstrait. Alors, c'est ce qu'on appelle les théorèmes c'est en gros, je l'ai dit, et André le dira de manière beaucoup plus précisément, évidemment, c'est en gros ce qu'on appelle les théorèmes d'élargissement. Donc, les exposés d'André vont en quelque sorte partir de la notion de groupoïde ordonné, de catégorie ordonnée, qui généralisent, qui étendent la notion de pseudogroupe, et s'intéresser à ces problèmes d'élargissement. Mais elle dira mieux que moi, évidemment, le contenu quand elle va parler. La deuxième partie des exposés d'André, qui aurait en principe lieu l'après-midi, sera pas une application, mais une monstration de comment cette théorie des structures locales généralisée, en quelque sorte, de cette façon catégorique, comment cette théorie est utile, notamment dans des travaux qu'elle avait fait dans sa thèse en 1963 pour étudier
le contrôle et l'optimisation de systèmes différentiels particuliers, donc une utilisation très réelle, avec un aménagement de sa part des espèces de structures locales en ce qu'elle appelle des noyaux d'espèces de structures, et puis aussi avec également un aménagement en termes de ce qu'elle appelle des semi-faisceaux, l'utilisation de ces mêmes outils pour définir définir sa façon, ce qu'on appelle des distructures, et les systèmes évolutifs dont vous a certainement déjà parlé. C'est intéressant de voir que tous ces travaux étalés sur une grande période, de 62 à 2010 et plus, procèdent en quelque sorte d'une espèce de point de départ qui est cette volonté d'Erasmus de définir ce que c'est qu'une structure locale. Mais on devrait, au fil de la journée, voir une sorte de métamorphose de la notion en progressive. Et on va essayer, effectivement, avec André, d'être pédagogique, de répondre à ce qu'a disait François tout à l'heure, de pas aller trop vite. Voilà. Il y aura des questions de toute façon. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pas tout dit. Suffisamment dit. Merci René, c'était très clair. Ah, merci François. Alors, comment je quitte ce PowerPoint? Je dois y faire un escape, non? Voilà. Un escape. J'enlève ce PowerPoint-là. Et puis, quand vous me dites, je fais mon exposé. Je crois que tu enchaînes, hein, René. C'est toi qui es prévu en premier, donc tu enchaînes. D'accord. Alors, c'est parti. Donc, si vous voulez, je peux juste faire deux fichiers. Donc, je vais juste couper celui-là et le relancer. Si tu peux